Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant T, votre magazine d'infos quotidien sur TBO. Au programme aujourd'hui, des forains en colère, une école dédiée aux algues, des cyclistes engagés et des cochons blancs en pleine ville. Et puis un plateau très féminin pour parler des journées du patrimoine qui ont lieu ce week-end. Virginie Abriol de Morlaix, Mathilde Pigalet de Brest et Marina Bécan de Quimper. Bonjour à toutes les trois. Bonjour. Alors ensemble, nous verrons ce qu'il ne faut pas manquer parmi les nouveautés de ces journées du patrimoine dans le Finistère qui attire chaque année de plus en plus de monde. D'ailleurs, est-ce que c'est un week-end assez intense qui s'annonce pour vous, chacune, vous qui travaillez toutes dans le patrimoine local? Marina? Oui, assez intense de par la forte affluence qu'on attend. Les années passées, enfin l'année dernière plus exactement, on a quand même eu 12 000 personnes sur 2 jours. Donc voilà, un week-end intensif effectivement. Il va y avoir du boulot. Virginie? Oui, de nombreuses animations sur le territoire et puis pour la maison Pénano que je représente, une première ouverture cette année. Oui. Donc c'est vrai que beaucoup de monde attendu pour les journées du patrimoine. Aussi, et Mathilde, au musée des Beaux-Arts à Brest. Pour nous, un week-end important, un jalon vraiment important dans l'année. Des rendez-vous à pas manquer et des choses nouvelles aussi, on va en parler. On détaille ça ensemble tout à l'heure. Tout de suite, on démarre par un point sur l'actualité de ce mercredi 16 septembre. Et les forains se sont mobilisés ce mercredi par une opération escargot entre Quimper et Lorient. Ils ont voulu exprimer le ras-le-bol d'une profession. Ils demandent notamment plus de dialogue avec les communes et réclament une charte de bonne conduite avec ces dernières. Reportage de Fanny Coconnier à TB Sud. Des poids lourds arrêtés sur la chaussée, la circulation perturbée. Ce mercredi matin, une quarantaine de véhicules de forains bretons et normands ont procédé à une opération escargot. Parmi les messages portés par les forains, leur souhait de pouvoir installer leur manège en centre-ville et non pas à la périphérie des communes, une pratique qui se répand. On attend des villes d'être un peu plus à l'écoute. Les villes qui veulent pas, entre guillemets, qui veulent pas trop s'occuper de la fête foraine. Bon, il y en a quelques-unes quand même, il y en a quelques-unes. Puis ce qu'on voudrait aussi qu'il se fasse, c'est que dans les services qui sont compétents, les services des droits de place, on voudrait qu'ils s'occupent un peu plus de la fête foraine d'après cette intervention qu'on est en train de faire. Là. On va avoir des syndicats qui vont, des présidents de syndicats qui vont contacter les personnes adéquates pour trouver des terrains d'entente sur plein de choses. Les forains s'inquiètent également du nombre croissant de parcs d'attractions en Bretagne, synonyme de concurrence. Ils souhaitent que les élus participent à la rédaction d'une charte applicable par toutes les collectivités. Et nouveau rebondissement concernant le transfert du siège parisien d'Ifremer à Brest. Saisi par 2 syndicats de salariés, le rapporteur public du Conseil d'État recommande ce mercredi d'annuler la décision du transfert. Il avance l'argument d'une communication politique de la part de Jean-Marc Ayrault et de Manuel Valls à l'origine de cette annonce. La décision sera rendue par le Conseil d'État dans 3 semaines. Et direction les Côtes d'Armor, où la première école du monde dédiée aux algues a été inaugurée près de Loudéac ce mardi soir. À Saint-Étienne-du-Gué-de-Lille, la Braise Algae School a pour mission de former des étudiants, des professionnels du commerce, de la santé ou de l'agriculture aux nouvelles pratiques liées aux algues. Explication avec Anne Burlot. C'est une première. Un centre de formation professionnelle consacré aux algues vient d'ouvrir, en plein cœur du centre Bretagne, entre Loudéac et Pleuhermel. À l'initiative de ce projet, le groupe Olmix, spécialisé dans la nutrition animale à base d'algues, une plante aux propriétés antivirales et antibactériennes. Tout le monde est loin d'être convaincu en Bretagne qu'avec les produits qu'on fait, on peut remplacer des antibiotiques, on peut remplacer des pesticides. Donc déjà, ça va être d'expliquer ce que c'est les algues. Qu'est-ce qu'il y a dans les algues? Comment on fabrique ces produits? Comment on les utilise? À quelle dose? Quel effet il y a sur la santé des animaux. Et si on a une bonne santé des animaux, on aura une bonne santé des hommes. L'année prochaine, 15 formations seront dispensées ici par des vétérinaires ou des experts de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Des modules de travail d'une journée à plusieurs semaines. Cette formation est destinée aux distributeurs Olmix, à des vétérinaires, à des fabricants d'aliments. Alors à des étudiants bien sûr qui viendront du monde entier. C'est une formation ouverte aux éleveurs, que ce soit en production porcine, en bovin, en volaille, toutes les productions possibles pour justement les ouvrir à une nouvelle agriculture, une nouvelle manière de produire avec des produits à base d'algues. Apprendre à produire autrement avec des algues et moins de molécules chimiques, c'est l'un des enjeux de cette école. De façon plus générale, les intervenants aborderont aussi la question des végétaux aquatiques dans le domaine culinaire et cosmétique.
90% des algues françaises sont récoltées en Bretagne. Une région qui possède d'ailleurs l'un des plus beaux gisements au monde. La Bretagne possède une biodiversité d'algues qui est absolument unique au monde, puisqu'on y trouve énormément d'espèces, à la fois d'algues brunes, d'algues rouges, d'algues vertes. Et les potentialités de développement sont absolument gigantesques. Et donc, les algues en Bretagne, c'est une vraie richesse qu'on doit valoriser dans le monde entier. La filière des algues est en plein essor. Dans l'Ouest, elle concerne aujourd'hui 5000 emplois. Cette semaine, c'est la 3e édition du Tour de Bretagne cycliste des greffés. L'occasion pour des personnes transplantées et des donneurs de parcourir la région en 7 jours et de sensibiliser aux dons d'organes et de tissus humains. Anaïs Plateau les a rencontrés sur la 3e étape qui reliait Quimper à Brest ce mercredi. 45 cyclistes pédalent sous les nuages gris du Finistère. Partis ce mercredi de Quimper, ils se dirigent vers Brest. Depuis lundi et jusqu'à dimanche, ces personnes transplantées enchaînent les étapes d'une centaine de kilomètres. Mais ici, il n'y a pas de classement, seuls les forces sportives comptent. Enrico Delacqua a fait le chemin depuis Milan pour participer. Je participe à toutes les courses qui sont liées à la transplantation. Je veux dire aux gens qu'ils sont tous concernés par le don d'organes. Beniamino Macor, lui, a été greffé 4 fois du foie. Tout ce que je fais, c'est surtout pour le don et pour que les gens comprennent qu'il y a besoin d'avoir des personnes qui font don de leurs organes. À midi, le groupe fait un arrêt citoyen au Fou. Pendant ces pauses, les cyclistes rencontrent des élus locaux et font passer leur message. Le don, ça fonctionne. Hervé Lenné et Landy Vizien. Greffé du rein, c'est sa 3e participation. C'est une façon aussi, vu que nous avons été greffés, de prouver que la greffe, ça marche. Qu'après la greffe, il y a une vie, qu'on peut retravailler, qu'on peut refaire du sport. Et parmi les sportifs, il n'y a pas seulement des greffés. Khaled est le plus ancien donneur d'organes de Tunisie. En 1972, il a donné un rein à son frère. 43 ans, c'est comme si c'était hier et vous pouvez faire le don du monde de la part du vivant, à défaut d'avoir des dons post-mortem. Les cyclistes sont arrivés en fin de journée à l'hôpital de la Cavelle Blanche à Brest. Tous les soirs, la colonne se rend dans 7 hôpitaux de la région. L'occasion de rendre hommage aux donneurs et aux équipes médicales. L'idée, c'est de rejoindre les CHU de Nantes, Brest et Rennes, où se pratiquent des greffes d'organes, en passant par les hôpitaux où se pratique du prélèvement d'organes. Pour Hervé Lenné, l'arrivée à Brest est un moment symbolique. J'ai hâte d'y être. Parce que beaucoup de monde va m'attendre, les soignants, les médecins. J'ai été dialysé dans un service à Morlaix qui dépend d'un service de Brest qui s'appelle l'AUB, l'aide aux insuffisants rénaux de Bretagne. Et c'est émouvant d'arriver là-bas. C'est une façon de boucler la boucle. Dès jeudi matin, les cyclistes se remettront en route. Ils passeront à Morlaix, Saint-Brieuc et Dinan avant de rejoindre Rennes dimanche. Et notez aussi que ce samedi, c'est la journée mondiale pour le don de moelle osseuse. Alors si vous aussi, vous voulez rejoindre les 26 millions de donneurs dans le monde ou obtenir des informations sur le sujet, rendez-vous sur le site dondemoelleosseuse.fr. Des cochons blancs devant le Quartz de Brest ce mercredi. Alors non, ce n'était pas une action de colère des agriculteurs, mais une opération de promotion des races bretonnes, comme le porc blanc de l'Ouest ou le mouton d'Ouessant. Ces bêtes seront également les invités d'honneur de l'événement Notre biodiversité a du goût, qui se déroule le 26 septembre dans le parc d'Armorique. On écoute à ce propos Thibaut Thierry au micro de Camille Pochet. Le porc blanc de l'Ouest, c'est la mascotte de cette manifestation pour cette 2e édition. Donc c'est une race domestique bretonne qu'on tente à conserver avec différents éleveurs pour préserver finalement cette race bretonne et lui donner une opportunité de se développer et du coup également de profiter de l'ensemble des produits qui peuvent être issus de ces animaux. C'est la race qui est à l'origine du jambon de Paris ou des rillettes du Mans par exemple. Alors chaque année, vous êtes des milliers à vous déplacer lors des journées du patrimoine. Nombreux sont les lieux insolites ou habituellement fermés au public qui vous ouvrent leurs portes ce week-end. Alors que voir, que faire dans le Finistère? Nos invités du jour vous donnent quelques pistes.
Alors Virginie Abriol, vous êtes guide conférencière, vous êtes médiatrice culturelle, pardon, à la maison Pénano à Morlaix. Mathilde Pigalet, vous travaillez au musée des Beaux-Arts de Brest. Marina Bécan, vous êtes du côté de Quimper où vous êtes guide conférencière au service patrimoine. Voilà pour ce qui est des présentations. Alors cette année, il y a des nouveautés durant les journées du patrimoine, comme au musée des Beaux-Arts de Brest, par exemple, où le projet Artemix invite les visiteurs à détourner des œuvres d'art, d'après ce que j'ai compris. Mathilde, je vais vous demander de nous expliquer un peu plus. Artemix, c'est quoi? C'est vrai que c'est un projet inédit qu'on a la chance d'accueillir au musée des Beaux-Arts cette année, et qui a été proposé en fait par les Petits Brouillards et soutenu par le service patrimoine de la ville. Alors l'idée, c'est de s'inspirer un petit peu des muséos mixtes, qui sont des projets qui existent depuis plusieurs années dans les musées. Il y en a un à Rennes notamment cette année. Et le but, en fait, c'est de proposer au public en quelque sorte, de réinventer le musée, c'est-à-dire de lui laisser un peu la main sur les outils de médiation. Alors vous avez parlé des œuvres, mais ça peut être aussi des espaces, donc qui proposent en fait leur vision du musée. Alors on fait quoi? On déplace les tableaux, évidemment, il n'y aura pas forcément des réalisations aussi concrètes lors des journées du patrimoine. L'idée, c'est surtout de se réunir en fait à plusieurs et puis de réfléchir en fait, d'avoir des échanges d'idées sur des choses qu'on peut proposer. Alors le soutien des Petits Débrouillards est important, puisqu'en fait, ils vont mettre à notre disposition les ateliers des Fabriques du Ponant, donc qui se trouvent au lycée Vauban à Brest, et dans lequel il y a du matériel informatique, avec notamment des scanners et des imprimantes 3D. Donc, par exemple, pour la réalisation, imaginons d'un objet du musée qu'on pourrait imprimer en 3 dimensions. C'est un exemple. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'avoir ce soutien technique et puis travailler aussi sur les outils numériques, parce que c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui est très présent dans les musées. L'objectif, c'est d'attirer des gens qui ne viennent pas forcément d'habitude dans les musées. Vous avez tout compris. Alors c'est vrai que c'est vraiment aussi l'objectif plus généralement des journées du patrimoine, d'aller au-delà de nos habitués, voilà, et puis de toucher aussi peut-être un public plus jeune, intéressé par les nouvelles technologies. Voilà. Et je tiens à préciser qu'on cherche encore des participants. Donc, il y a de la place, il ne faut pas hésiter, c'est gratuit, on le précise, on ne le dit jamais assez, tout est gratuit pendant les journées du patrimoine. Et donc si vous êtes intéressé, rendez-vous donc au lycée Vauban, aux Fabriques du Ponant, vendredi à 18h30. Voilà. Dès vendredi soir. Dès vendredi soir, on commence parce que c'est vrai qu'il y a quand même, on espère pas mal de projets à élaborer, donc il faut s'y mettre un petit peu avant. Tôt. Alors du côté de Quimper, on implique aussi les visiteurs, puisqu'à l'abbaye de Locmaria, par exemple, Marina, il y a un meurtre très mystérieux. Alors qu'est-ce qui se passe exactement pendant ce week-end là-bas? Alors qu'est-ce qui se passe? En fait, cette visite intitulée Meurtre à l'abbaye, c'est une visite qui a été mise en place pour l'été déjà, par été j'entends juillet, août plus particulièrement, et on a décidé de la reproposer donc à nouveau dimanche à 17h30. C'est une visite spectacle. Donc moi j'aurai la partie évidemment traditionnelle de la visite guidée, puisque le but c'est quand même d'apprendre des choses. On va s'intéresser au quartier de Locmaria, qui est le berceau quand même de la ville de Quimper, et voilà, moi je vais parler de l'importance de la plantation religieuse et industrielle via les faïenceries qu'il y a pu y avoir à travers le temps. Mais qui a été tué à l'abbaye de Locmaria? À ce moment, il se peut que certaines situations m'échappent au cours de cette visite, puisque depuis quelque temps, on observe dans ce quartier des phénomènes qu'on qualifie de paranormaux. En fait, on ne sait pas trop. Des claquements de portes, des bruits, des voix étranges. Voilà, c'est les gens qui nous rapportent cela, ce qui fait que s'aventurer dans Locmaria comporte peut-être un certain risque. Et le lien est fait effectivement avec un événement qui s'est déroulé il y a 300 ans. Une religieuse a été assassinée et les circonstances de ce meurtre restent non résolues. Du coup, les spectateurs vont aller à la découverte de cette histoire-là, mais au musée des Beaux-Arts de Quimper, les visiteurs sont aussi sollicités pour enquêter. Alors cette fois, c'est avec un maître chanteur. Décidément, Quimper, c'est un peu craignos. Pendant notre volonté, ça tombe mal pour les journées du patrimoine, effectivement. Donc le musée des Beaux-Arts est victime depuis presque un mois déjà, quand même, d'un maître chanteur qui n'est pas à son premier coup d'essai, puisqu'il a volé, a priori, dans plusieurs musées à l'échelle européenne. Alors ce monsieur ou cette personne, finalement, a un nom imprononçable, Maëri Jean Guildessy. Ouais. Et donc, il met au défi les Quimpérois avec donc une série d'énigmes. Les Quimpérois, dans un temps imparti, 1h30 le samedi, à partir de 20h30 au musée, devront découvrir l'œuvre que ce maître chanteur convoite.
On espère évidemment qu'ils y parviennent. Donc on fait appel à tous les Quimperois. C'est très important, oui, une belle participation pour le découvrir. Voilà. Qu'est-ce que ça apporte au patrimoine, ces scénarios ludiques Comme le disait Mathilde, finalement, c'est déjà on va recevoir un public peut-être un peu plus large, aussi bien les habitués que les gens qui sont peut-être moins adeptes des visites guidées, disons, traditionnelles. Et donc ça permet de découvrir le patrimoine autrement. Et puis là, en l'occurrence, en s'amusant et en ayant peur quand même. C'est ça, on a envie d'avoir un petit peu peur à Quimper. Allez, on monte vers le nord, puisqu'à Morlaix, la maison Pénano, qui a ouvert ses portes il y a bientôt un an, fin 2014, accueillera les visiteurs ce week-end pour sa première journée du patrimoine. Qu'est-ce qu'il y a à voir dans cette maison, Virginie ? Alors l'intérêt de la maison Pénano, c'est qu'elle permet aux visiteurs de découvrir l'ensemble, ou un grand nombre de sites sur l'ensemble du territoire du pays de Morlaix. Donc on est au-delà de la ville elle-même. Et c'est en ça un bon point de départ, je pense, pour découvrir ce territoire dans le cadre des Journées du patrimoine. On a aussi la particularité d'être dans les mêmes locaux que l'Office de tourisme, ce qui permet de joindre effectivement la découverte du patrimoine et les renseignements pratiques. Et on a donc des visites libres le samedi, sur les horaires d'ouverture de l'office, et dimanche on propose des visites guidées de la maison, gratuites. Parce que la maison en elle-même, le bâtiment en lui-même est un élément important du patrimoine morlaisien. Oui, c'est la particularité, c'est vrai, de cette structure, c'est qu'on est sur un équipement communautaire, mais qui est aussi un équipement qui fait partie du patrimoine morlaisien, puisqu'on est sur un manoir urbain construit fin 16e, début 17e siècle, sur l'ancien port de Morlaix, donc un peu l'un des derniers témoins de cette architecture de pierre. Architecture très imposante avec de belles surprises à découvrir, une cour couverte, très belle charpente accessible pendant les visites guidées aussi. Donc vraiment un beau programme et un beau lieu de patrimoine. Et je répète que c'est gratuit, puis là-bas c'est gratuit toute l'année. C'est gratuit, c'est un peu les Journées du patrimoine toute l'année à la maison Pénano. Alors les musées, les châteaux, les églises sont bien sûr très prisés lors de ces Journées du patrimoine, mais sachez que de nombreux lieux un peu plus insolites auxquels vous n'auriez pas forcément pensé sont visibles ce week-end, comme par exemple l'aéroport de Brest ou le port de commerce. Frédéric Lorenzon d'ailleurs n'a pas attendu que ce soit les Journées du patrimoine pour aller visiter le port. Regardez. Dans le cadre des Journées du patrimoine, ce lieu emblématique du port qui seront présentés, premièrement le terminal conteneur. Alors le terminal conteneur, ça a été un challenge et une réussite de développer un terminal conteneur à Brest. Réussite pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même les trois plus grands armateurs mondiaux qui font escale à Brest, en l'occurrence MSC, Maersk et CMA-CGM. Le trafic conteneur s'est développé sur la base de la volaille congelée qui autrefois était faite sous format palette. Donc on a changé de mode de transport en ces 5 dernières années avec l'offre des trois armateurs. On a commencé à voir vraiment de tout dans les boîtes, dans les conteneurs. Il y a eu du granit pour des travaux sur la ville de Brest, mais on a vu dans l'autre sens de l'export de bois. Le deuxième site qui sera proposé, c'est le terminal vrac du port de Brest. Donc ici, il s'agit d'huile de palme. Le bateau est en train de décharger de l'huile de palme dans les bacs verts que l'on voit juste à côté. Une moyenne, c'est 3-4 bateaux qui sont travaillés au port de Brest chaque jour, mais c'est très diversifié. Du sable, des hydrocarbures. Par exemple, vous avez 3 escales conteneurs par semaine, etc. Bon, on va dire que c'est de l'ordre de 3-4 bateaux par jour. Réparation navale et port de commerce, c'est environ 1500-2000 personnes qui fréquentent le port chaque jour. Parmi le patrimoine industriel contemporain et, on va dire, stratégique pour Brest, il y a la Forme 3, qui est une des plus grandes formes au monde. Aujourd'hui, la Forme est en préparation pour accueillir un très grand chantier sur un paquebot en fin de mois et sur le mois d'octobre.
Voilà le port de Brest que l'on peut aussi visiter via le musée des Beaux-Arts, Mathilde. C'est dimanche à 12h30, sous un angle particulier. Un angle un petit peu différent. Alors c'est pas tout à fait une visite du port, en fait, c'est une visite dans les collections du musée autour du port de Brest, parce qu'on a plusieurs œuvres qui représentent Brest et son port. Et ensuite, donc ça ce sera avec moi, et ensuite on sera accompagné par une urbaniste de la ville qui va nous faire une lecture de paysage en fait sur le cours d'Ageau en nous parlant un petit peu de l'évolution actuelle du port. Donc en fait c'est à l'occasion des 150 ans du port de commerce qu'on propose cette double lecture en fait. Et puis ça s'inscrit très bien dans le thème de cette année des Journées du patrimoine qui sont le 21e siècle, un patrimoine d'avenir. Ça n'a pas dû être toujours facile de coller à ce thème-là de votre côté. Alors Virginie par exemple à Morlaix, le patrimoine d'avenir du 21e siècle, c'est quoi par exemple? Alors c'est vrai que nous on a la chance d'avoir pas mal d'artistes aussi qui travaillent sur le territoire et sur le regard que l'on peut avoir actuellement, notamment sur les monuments anciens. Et c'est le cas, par exemple, au cairn de Barnénez, à Plouésor, où on a autour du cairn, qui est un monument funéraire qui date du 5e millénaire avant Jésus-Christ, on a l'exposition à l'extérieur d'œuvres réalisées par Daniel Chasles et Pierre Collin, avec lesquels on a également un partenariat et qui expose aussi des œuvres à la Maison Pénano. Donc un regard entre le travail actuel des artistes et le monument millénaire. Et également des œuvres comme celle de Cédric Guillermo, exposées au Moyen du Bord, qui propose justement ce week-end, dimanche, à 15h30, une rencontre autour d'un goûter avec l'artiste. Donc c'est notamment un des moyens de rendre vivant et créer une interaction entre le patrimoine ancien et puis ce que l'on en fait, comment on le voit et comment on le transmet également aux générations futures. Côté Quimper aussi, Alors, même ligne. C'est vrai que, comme beaucoup de villes provinciales, effectivement, le thème d'emblée n'allait pas forcément de soi, ce qui fait qu'on s'est permis aussi d'élargir au 20e. Mais après un petit peu de réflexion, on parvient quand même à répondre à cette thématique, notamment en alliant le passé et le moderne, je pense, du côté architectural. On va organiser des visites guidées samedi après-midi où il sera question de réhabilitation de bâtiments anciens, de restauration, pour montrer que les bâtiments qui paraissent très vieux ne le sont pas forcément tant que ça. Et dimanche, toute la journée, on a un partenariat dans ce contexte avec une association, Trust in My Art, qui va faire appel à 4 graffeurs qui vont nous proposer leur vision de la place Saint-Corentin, qui est donc au cœur du centre-ville de Quimper. Là, on est dans le 21e siècle et dans les musées aussi. Au musée des Beaux-Arts, un mot sur l'exposition Pierre Perron qui dure encore et qu'on peut voir également pendant l'exposition, pendant les Journées du patrimoine. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que, juste pour répondre à la question précédente, je peux juste parler bien sûr, en 2 petites secondes de l'artothèque, en fait, puisque nous, on a un outil, en fait, par rapport au patrimoine du XXIe siècle, qui est une artothèque, donc qui est un espace qui propose, en fait, auprès des œuvres d'art contemporaines. Et donc, pour ça, on va proposer au public une rencontre avec une artiste dont les œuvres sont récemment rentrées dans la collection de l'artothèque. Donc là, on est en plein dans le thème. Voilà. Et effectivement, Pierre Perron aussi peut rentrer dans ce thème, tout à fait. Donc, on aura une visite guidée de l'exposition le dimanche à 10h30. Et sinon, pour les familles et pour le jeune public, on a un jeu concours qui est proposé en fait par les 2 associations, donc des Amis du Musée des Beaux-Arts et des Amis du Musée de la Marine. Et en fait, ça propose un parcours commun aux 2 musées, puisque vous savez sans doute que voilà, il y a également l'exposition Pierre Perron au Musée de la Marine. Et donc, on proposera aux personnes qui ont bien répondu, enfin aux gagnants, il y aura des lots assez intéressants, qui seront offerts. Je rappelle que pour tout ce dont on vient de vous parler, il vaut mieux essayer de réserver quand même avant pour être sûr d'avoir de la place. Une dernière question, mesdames. Est-ce que c'est pas un peu frustrant ces Journées du patrimoine pour vous? Vous pouvez rien les visiter en fait, vous êtes bloqués dans vos structures. Qu'est-ce qui vous aurait plu, Mathilde, à voir ce week-end? C'est vraiment pas loin du musée pourtant, mais j'aimerais bien visiter l'imprimerie de la PAM, qui a priori une très belle collection de pierres lithographiques d'imprimerie. Mais c'est vrai qu'on est un petit peu sollicité tout le week-end, donc on verra si on arrive à s'échapper. C'est ça, rapidement. Bon, en tout cas, merci beaucoup à toutes les 3. Je rappelle que toutes les infos sont sur www.journée-du-patrimoine.com et vous retrouvez tous les rendez-vous de ce week-end. Tout de suite, on passe au Focus Programme. Et ce jeudi à 18h15 sur TBO, ne manquez pas X Session. Gwen Fleur y reçoit les musiciens du groupe Matmata. Les Brestois publient le 25 septembre un coffret double best-of pour célébrer les 20 ans de la création du groupe. Retour avec eux sur l'histoire de ce combo rock qui a vendu plus d'1 million de disques et insufflé la wash sur les plus grandes scènes françaises jusqu'en 2008. On regarde un petit extrait. 7 ans de réflexion pour arriver à ce coffret. Vous étiez nostalgique un peu aussi?
On a eu peur quand même en retombant sur des trucs. Je ne sais pas si c'est de la nostalgie en fait. Disons que encore une fois, c'est un parcours de vie, donc le fait d'arrêter au bout d'un moment, quand c'était un choix, ça n'emmène pas de nostalgie, ni d'amertume, ni de quoi que ce soit. Voilà, on a fait ce qu'on avait à faire. Franchement, on a un parcours qu'on souhaite à tous les musiciens du monde, parce que c'est voilà, de se rencontrer, de commencer à jouer, et puis d'un seul coup des salles plus grandes, et de rencontrer son public, et un public qui grossit, des salles qui grossissent, ce genre de choses. Voilà, c'est souhaitable à tout le monde. Donc non, quand on s'est mis dans l'idée de garder, enfin de prendre la main sur un coffret, ou en tout cas sur un objet qui résumerait comme ça 20 ans du groupe, il n'y avait pas du tout de nostalgie. Par contre, c'est vrai comme on a commencé à l'autre siècle, il n'y avait pas tout ce qui est réseaux sociaux et photos numériques, ce genre de choses. Donc on a remis les mains dans des cartons de photos, dans des cassettes. À dépoussiérer vraiment. Hein. Et étonnamment, en fait, je pense que la mémoire est sélective aussi, mais il y a plein de belles aventures, mais des fois, voilà, ça tient 2-3 secondes quand on la raconte. Et en fait, on avait tous des tonnes et des tonnes d'archives. Ça va des passes de tournée jusqu'au roadbook de tournée aussi. Des photos et des ingratitudes de certaines photos et des évolutions de vie. Donc c'était voilà, mais jamais de nostalgie. Voilà, l'instant T, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à toutes les trois d'avoir été présentes sur le plateau. Vous pouvez revoir cette émission sur tbo.bzh en replay. Nous, on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle émission. Et d'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao.